bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Si vous nous rejoignez, voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 octobre. Le grand départ de la Vuelta 2026 aura lieu à Monaco. Le parcours a été dévoilé aujourd'hui. Dans un reportage à suivre, vous découvrirez ce tracé qui mettra en valeur les plus beaux spots de la Principauté. Nous recevrons ensuite le commissaire général de la Vuelta Monaco, Christian Tornatore. Autre événement sportif de haut vol, le Tennis Europe Junior Masters. Depuis plusieurs jours, l'élite des jeunes espoirs de la discipline s'affronte au Monte Carlo Country Club. Les finales avaient lieu aujourd'hui. Vous les avez suivies en direct sur notre antenne. Le débrief dans quelques minutes. Chaque année, c'est le rendez-vous des bonnes affaires. La Croix-Rouge monégasque organise sa traditionnelle braderie sous le chapiteau de Fontvieille. Notre journaliste a déniché quelques pépites. Et parce que faire du shopping, ça ouvre l'appétit, nous irons bruncher au Marlot en fin de journée. Monaco s'apprête à vibrer de nouveau au rythme du cyclisme. La Principauté accueillera le grand départ de la Vuelta en août 2026. À 10 mois de l'événement, le comité de pilotage a dévoilé les parcours à Monaco, au One Monte Carlo aujourd'hui. Le contre-la-montre aura lieu samedi 22 et la première étape le dimanche 23. Les détails avec Émilie Rousseau et Massimo Piantoni. C'est l'un des événements qui va animer l'année sportive en Principauté en 2026. Pour la 3e fois de son histoire, Monaco va accueillir le grand départ d'un grand tour. Après le Giro en 1966 et le Tour de France en 2009, c'est la Vuelta qui s'élancera de la Principauté pour sa 81e édition, confirmant ainsi le statut de Monaco en une véritable terre de cyclisme. Je pense que ça n'est plus à démontrer maintenant, mais le fait qu'on deviendra la seule ville-État, si vous voulez, à avoir accueilli les 3 grands tours, enfin le départ des 3 grands tours, je pense que c'est une belle satisfaction, c'est un honneur aussi, et donc on est devenu un petit peu une autre terre de cyclisme. On n'est pas la seule, mais le fait que qu'on ait aussi le lieu où beaucoup de coureurs habitent et vivent, c'est aussi un lien très très fort avec le monde du cyclisme. À 300 jours de ce grand départ, les organisateurs ont dévoilé le parcours du contre-la-montre inaugural qui aura lieu le 22 août et qui débutera place du Casino pour se finir sur la ligne d'arrivée du Grand Prix de Formule 1. Le tracé de 9,6 km, 100% monégasque, a été dessiné pour mettre en valeur les lieux emblématiques de Monaco. C'est un parcours qui est exigeant, je pense vraiment à un parcours de spécialiste. C'est une distance qui est assez courte, donc les grands coureurs de classement général ne vont pas spécialement faire la différence. On est en début d'un grand tour. Donc je vois vraiment les grands spécialistes des chronos, des personnes qui sont habituées à être en position, qui sont capables de prendre des risques et qui vont vraiment jouer la gagne et prendre tous les risques, parce que sur un parcours comme ça, chaque virage compte. Et si on fait un calcul d'une demi-seconde par virage, il y a 25 virages, on est vite dans les 15-20 secondes selon plus les parties plates où il va falloir non seulement partir fort, mais aussi être capable de rouler très vite sur les parties du Labroto et sur le retour de Fontvieille. Le lendemain, c'est depuis la place du Palais Princier que sera donné le départ fictif de la 2e étape avant que les quelques 180 participants ne regagnent la France pour la suite de ce Tour d'Espagne. Monaco, it's a very recognizable territory for all Spanish people. We feel we are quite close to Monaco. There are many things that link both countries. So for us, the possibility to say Vuelta is departing from Monaco, in some manner we are making history. Accueillir la Vuelta est pour Monaco bien plus qu'une célébration du cyclisme et du sport en général. Cette belle fête populaire est déjà attendue par des milliers de spectateurs, dont les locaux, qui espèrent voir le coureur cycliste monégasque Victor Langelotti sur la ligne de départ de la Vuelta le 22 août 2026. Et nous accueillons tout de suite le commissaire général de la Vuelta Monaco, Christian Tornatore. Bonsoir, merci de nous accorder cette interview en marge de la présentation. Bonsoir Sarah. Nous venons de le découvrir dans le reportage. Le parcours de la Vuelta 2026 à Monaco a été dévoilé. Quel a été le défi technique pour établir ce parcours ? Le défi, c'était presque une équation. En fait, on avait 10 km à trouver en intégralité dans la Principauté et c'était le premier chiffre qui nous avait été donné. Après, on avait déterminé un point de départ et un point d'arrivée, donc ça nous a un peu simplifié la vie.
Mais le plus difficile, ça a été de faire la liaison entre les deux points. Donc le point de départ, c'était la place du Casino. Le point d'arrivée, c'était la ligne d'arrivée du Grand Prix sur le boulevard Albert Ier. Voilà, il a fallu essayer un petit peu dans tous les sens et dans les grandes largeurs pour définir un parcours qui est, je dirais, assez technique. Je pourrais le qualifier de mixte parce qu'il y a beaucoup de parties plates et rapides et deux parties beaucoup plus techniques. Et lors de votre prise de parole, vous avez dit, je reprends vos mots, Monaco est un bijou dont on doit montrer les multiples facettes. Est-ce que vous faites référence donc à ce tracé du contre-la-montre qui était intégralement dessiné dans les rues de la Principauté et qui met en valeur les lieux emblématiques du pays ? C'est absolument ça, quitte à ce que les commentaires de la télévision espagnole soient en adéquation. Donc ils vont faire des repérages, ils viennent je crois la semaine prochaine, et je pense qu'ils vont sélectionner des points de vue qui pour nous paraissent peut-être un petit peu ordinaires ou tout à fait inscrits dans le paysage monégasque, mais qui pour la télévision et pour les productions internationales sont essentiels pour faire connaître notre principauté. Cet événement forcément contribue au rayonnement de la Principauté qui deviendra d'ailleurs la seule ville au monde à avoir donné le départ de 3 grands tours. Oui, effectivement, en 1966, c'était le Giro. En 2009, c'était le grand départ. Et cette année, donc l'année prochaine, 2026, le départ de la Vuelta. C'est la seule ville au monde qui a pu, au cours des derniers temps écoulés, avoir ces 3 départs, et ce qui est exceptionnel dans la vie sportive d'une agglomération comme la Principauté, qui est aussi un État d'ailleurs. Et les équipes travaillent donc sur ce grand départ. Qu'est-ce que cela représente en termes d'organisation ? C'est la mise au service des organisateurs, de tous les services de l'État, parce que nous sommes dirigés par un comité de pilotage, dont je dirige le comité opérationnel, qui fonctionne avec les services pour le secours, pour l'assainissement, pour la qualité de la chaussée, pour les bénévoles aussi que l'on doit embaucher parce qu'il y aura nécessité d'avoir des personnels pour les traversées piétonnes par exemple, etc., etc. Donc c'est énormément de monde qui est impliqué dans l'organisation de la manifestation, même si on ne les voit pas trop, mais ce sont des gens qui vont faire plusieurs réunions avant la manifestation pour pouvoir recentrer tous leurs moyens pour une meilleure efficacité. On a besoin d'absolument tout le monde. Et c'est vrai que c'est Monaco, c'est le ministère d'État, c'est le département de l'Intérieur qui organise cette manifestation. Ça n'est pas un club sportif, c'est l'État. Est-ce que vous recherchez encore des bénévoles? Et si oui, comment est-ce qu'on peut se rapprocher de l'organisation? Avec moi, vous vous rapprochez avec moi, puisque je suis le commissaire général de la manifestation. Et je centralise toutes les informations depuis nos amis organisateurs espagnols et les services de l'État auxquels je fais plusieurs réunions, parce que nous avons des cellules thématiques qui reprennent tous ces services justement pour pouvoir travailler de façon coordonnée à longueur de période. Nous sommes à 300 jours du départ, donc vous voyez, il reste quelques mois, mais ça n'est jamais assez. Et quelles sont les prochaines grandes échéances? Alors, la prochaine grande échéance, c'est la présentation totale du parcours de la Vuelta, donc avec les 2 premières étapes qui partiront de Monaco. Ça se produira le 17 décembre à la Salle des Étoiles, et c'est la radio-télévision espagnole qui fera le reportage en direct, puisque c'est aussi une émission qui inclut un spectacle pas forcément sportif, ça peut être dynamique, ça peut être des danses, ça peut être des chants. Donc c'est véritablement le lancement de la manifestation au niveau international, mondial, et ça aura lieu à Monaco. Habituellement, ça a lieu à Madrid. Et cette année, ça aura lieu pour faire plaisir à la Principauté. Et eux, au monde entier, nous serons une fois de plus aux premières loges. Merci beaucoup, Christian Tornator, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci, Sarah. Bonne soirée. Direction à présent le Monte Carlo Country Club, où le gratin des jeunes espoirs était réuni à l'occasion du 5e Tennis Europe Junior Masters. Le tournoi a débuté mercredi et les finales avaient lieu aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs pu vibrer en direct avec notamment Christophe Paco et Laurent Orsini, que nous retrouvons sur place. Bonsoir à tous les deux. Oui, encore une
très belle semaine effectivement ici au Monte Carlo Country Club avec la conclusion, les grandes finales, 4 finales aujourd'hui pour les moins de 14 ans, garçons et filles, comme pour les garçons et filles de plus de 16 ans ou 16 ans à peine, et on l'a vu aujourd'hui. De plus, de moins. Ou de moins, avec ses 16 ans en tout cas, et ce garçon qu'on avait déjà vu l'an dernier qui nous a ébloui en toute dernière rencontre, la grande finale avec Rybkin qui s'est imposé. Oui, c'est vrai, il a survolé ce match. On a vu un joueur qui nous a impressionné et par sa qualité tennistique et par son attitude sur le terrain. Un très très beau joueur qu'il faudra suivre parce qu'il est déjà parmi les meilleurs joueurs du monde en junior, en moins de 18. Et donc voilà, après le prochain c'est les ITF futurs et l'ATP pour lui qui s'ouvre. Exactement. Les grands tournois et pourquoi pas ici à Monte Carlo après sa victoire 6-1, 6-3 face à un Stan Put qui n'a pas démérité sur ce court central. Et honnêtement, ce sera peut-être un des garçons qu'on va retrouver plus tard à l'image des Nadal, Zverev qui sont imposés dans cette catégorie. Mais on espère pour lui en tout cas, mais on peut pas le prédire aujourd'hui. C'est tellement long et c'est tellement compliqué d'arriver au très très haut niveau. Mais lui en tout cas, il a l'air d'avoir toutes les armes aujourd'hui déjà prêtes pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Il était déjà venu donc dans les 14 ans, comme Kovacevic qui était venu déjà l'an dernier et qui avait gagné dans sa catégorie avant de s'imposer aujourd'hui en 16 ans aussi chez les demoiselles. C'est vrai, après avoir été mené 3-1, elle a gagné cette finale 6-3, 6-1 assez facilement, un peu plus facilement que l'année dernière avec cette dramaturgie, avec le court trempé, le père qui partait, qui revenait. C'est vrai. Donc on a un petit peu observé son papa qui était là mais qui a été un peu plus tranquille et qui a vécu cette finale assez relax et qui a félicité sa fille. On l'a vu à l'image avec même son adversaire avec une belle accolade. Donc c'était très facile pour elle, plus facile que l'année dernière en tout cas. Contre Mademoiselle Pop, elle s'impose 6-3, 6-1. Ça c'était pour la catégorie des 16 ans. Juste en dessous pour les 14 ans, on a encore là peut-être vu une pépite. On verra bien parce qu'il y a la croissance, il y a le physique, il y a le mental bien sûr. On a vu le petit Raphaël Pagonis s'imposer 4-6, 6-4, 6-3 face à Max Lorincic et ça n'a pas été si simple que ça, mais on sent qu'il y a du potentiel, Laurent. Oui, c'est vrai, ce jeune joueur grec là qui faisait figure de favori parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde déjà de sa catégorie d'âge, qui a eu un match difficile mais qui a réussi à l'emporter, qui lui aussi a déjà, même malgré le fait qu'il soit plus jeune, a déjà son tennis bien en place. Et puis avec des leaders comme Stefanos, voilà le tennis grec qui est en plein essor, exactement. Et puis il a déjà ses petits sponsors, la casquette à l'envers, il a déjà un style. C'est ça, exactement. Et la première finale qui a débuté ici à 10h, on est en direct sur Monaco Info, toute cette journée de samedi ici au Country Club de Monte Carlo. C'est Zelilanil Sukuroglu, la petite joueuse turque bouillonnante, bien tonique, qui s'est imposée en 3 manches également de 6-6-2, 6-4 face à une prometteuse Emilia Nixon, tout juste 13 ans hier. Oui, c'est vrai, c'est cette jeune joueuse de 13 ans qui avait emporté le premier set, qui ont pensé aller l'emporter en 2 sets, mais qui a eu son jeu qui s'est un petit peu dégradé au fil des jeux, au fil des sets, et qui a perdu en 3 sets avec une joueuse turque qui était vraiment très très solide du début à la fin, qui a laissé passer l'orage et qui a été plus solide que son adversaire jusqu'à la fin du match et qui l'a emporté. 4 grands succès, 4 champions en herbe qu'on retrouvera peut-être un jour ici même sur ce central au Monte Carlo Country Club. Voilà pour ce bilan avec Laurent Orsini, Frédéric Elion de cette grande journée de tennis et l'avenir dans la tête bien sûr ici au Monte Carlo Country Club. Merci à vous. Et puis, en parlant de petites balles jaunes, Valentin Vachereau est à 2 doigts de retrouver son cousin Arthur Rinderknecht au Masters 1000 de Paris. Le tirage au sort du Rolex Paris Masters a eu lieu hier soir et le 2e tour pourrait prendre des airs de revanche entre les finalistes de Shanghai. Détenteur d'une wildcard pour le tournoi parisien, le monégasque fraîchement sacré en Chine défiera le Tchèque Jiří Leheka, tête de série numéro 14 et 17e mondial lors du premier tour. Son cousin affrontera lui un joueur issu des qualifications pour se lancer dans la compétition. Objets pour la maison, vêtements, articles de luxe, l'heure est aux bonnes affaires sous le chapiteau de Fontvieille. La braderie annuelle de la Croix-Rouge monégasque a lieu aujourd'hui. Sur place, c'est l'effervescence, Théo. Et oui Sarah, comme chaque année, la grande braderie de la Croix-Rouge attire beaucoup de monde et quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, on comprend pourquoi. Allez, suivez-moi, je vous emmène voir tout ça. Quand on entre sous le chapiteau, on ne sait pas où donner de la tête tant il y a de stands et d'objets en tout genre de tous les côtés. Pour essayer de faire le tri, j'ai demandé conseil à Jessica au stand enfants. On a des puzzles, des jeux de société, des jeux pour les nourrissons, des jeux d'encastrement, du matériel de périculture aussi. Donc des chaises, un parc, des lits, des trottinettes, énormément de
de choses pour la petite enfance et les adolescents. Vous en avez de partout, il y en a devant. Il y en a de partout, on ne sait plus où donner de la tête. Je ne suis pas certain d'y voir plus clair, mais merci Jessica. Au moins vous ne manquez de rien. Les jouets pour enfants attirent beaucoup de potentiels acheteurs, mais les objets les plus plébiscités ici sont les vêtements de toute nature, de toutes les tailles, de toutes les couleurs et même de tous les acabits. Même le luxe s'invite à la braderie. Évidemment, s'il y a des vêtements, les chaussures ne sont pas très loin non plus. Le grand défi, c'est de trouver une paire à sa taille, mais surtout à son goût, ce qui n'est visiblement pas le cas de madame. Au total, 213 bénévoles ont répondu présents pour cette 21e édition avec beaucoup de choses à revendre. Pas moins de 800 cartons ont été acheminés ici, provenant de généreux donateurs, professionnels et particuliers. Les fonds récoltés permettront ainsi de financer les œuvres de la Croix-Rouge monégasque. C'est une grande fierté pour nous tous, pour l'organisation, pour les bénévoles. Il faut savoir que notre première braderie, j'ai regardé, on a atteint entre 15 et 17 000 euros la première année. On réalise vraiment de très beaux chiffres maintenant. Nous avons notre gala aussi annuelle qui nous rapporte pas mal d'argent, mais c'est vrai que la braderie, ça sert à réaliser de beaux projets. Et c'est ça la magie de la grande braderie, on finance de bonnes actions et on est content de repartir avec ces petites trouvailles. Vous avez trouvé votre bonheur, vous? Effectivement. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau? J'ai trouvé des puzzles, un petit haut et puis un pull pour la rando au dos. Vous m'avez l'air ravi. Oui, non, je suis contente, il y a de beaux articles. J'ai trouvé quelque chose pour la cuisine, c'était génial, voilà. Vous avez trouvé tout votre bonheur en fait. Oui, que du bonheur et à des prix plus que concurrentiels. C'est unique. Quoi qu'il en soit, à la fermeture des portes, la grande braderie annuelle de la Croix-Rouge monégasque aura encore fait des heureux. D'ailleurs, moi aussi, j'ai trouvé mon bonheur. Une belle trouvaille. Et c'est également auprès des bénévoles de la Croix-Rouge que s'est rendue notre correspondante aux États-Unis. Apprendre à sauver des vies, c'est essentiel. Dans la chronique US cette semaine, Alexandra Pani, vous vous intéressez à la formation des diplomates de la mission permanente de Monaco à l'ONU. Saviez-vous que chaque année aux États-Unis, la Croix-Rouge américaine forme près de 3 800 000 personnes au premier secours? Acquérir les gestes essentiels pour faire face à diverses situations d'urgence, c'est là tout l'objectif de cette formation suivie par ces diplomates monégasques en poste à New York. 1, 2, ready. Vérifier, appeler, soigner, savoir quoi faire dans les premières minutes d'une situation d'urgence est souvent déterminant pour la victime. Le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque diminue de 10% pour chaque minute sans réanimation. Please call 911. Being your own first responder in an emergency is one of the most important skills that you can have because, especially in New York City, we certainly understand that emergencies can happen anytime, anywhere, and basically recognizing there's certain things you always want to understand in an emergency. That's how to recognize the difference between when someone is having a heart attack versus when they're in cardiac arrest and you need to do CPR on them, how to take care of someone who is drowned, for example, and those critical time urgent life-saving steps that you can take to save someone's life. La majorité des accidents se produisent dans un cadre privé. La formation augmente les chances de pouvoir venir en aide à un proche, un enfant qui s'étouffe, un parent qui chute ou un ami qui perd connaissance. Et si dans l'immédiat vous n'avez pas le temps de suivre une formation en présentiel, des alternatives sont disponibles pour apprendre les gestes de base. I highly recommend on the internet. There are lots of places you can find that information. There's also many organizations where you can take a class, and getting the certification in basic CPR is one of the most important life-saving skills that you can have, and I certainly recommend. I've personally taught that to more than 20,000 school children in the New York City area, and just learning to do compressions only, just understanding that you want to, take your hands and put one on top of the other, keep your elbows nice and straight, and do compressions right in the middle of someone's chest to the song "Staying Alive." Stay alive and do compressions about 2 inches deep on someone's chest until help arrives. Just that, if you don't know anything more than that, you can save someone's life. Des réflexes qui peuvent faire une véritable différence lors d'une situation d'urgence.
Et il attire de nombreuses familles, en particulier lors des vacances scolaires. Le musée océanographique se renouvelle sans cesse et propose actuellement 3 nouveautés pour enrichir le parcours de visite. Elles ont été présentées hier lors d'une soirée inaugurale baptisée Reconnaissance en présence du prince Albert II, Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet. Le musée océanographique est en constante évolution. Quand ce n'est pas une nouvelle exposition, ce sont des innovations. La première, présentée officiellement ce soir, est un dispositif audiovisuel installé en salle de conférence qui fait désormais parler les murs. Les murs parlent aux visiteurs à travers des grands témoins de l'histoire de l'Institut océanographique, mais aussi de la recherche et de l'engagement pour la protection de l'océan, à travers des bornes d'écoute qui sont rattachées à des périodes des souverains. Donc on a des grands témoins de la période Albert Ier, de la période Régnier III et la période de SAS le prince Albert II, qui viennent nous signifier et à travers de courtes citations expliquer aux gens quel a été leur engagement vis-à-vis de la protection de l'océan. L'écran géant de la salle de conférence projettera également de manière aléatoire un film de 10 minutes permettant aux visiteurs de découvrir, là encore, l'histoire de la salle en elle-même et celle de l'Institut océanographique. L'autre star de la soirée est l'un des bassins emblématiques du musée qui vient d'être rénové et rebaptisé au nom de Jean Jaubert, hommage à celui qui a dirigé le musée de 2004 à 2007. Au bout de 35 ans à peu près, l'aquarium d'origine que j'avais installé en 1989 s'était dégradé au point qu'il a fallu le changer. Donc il a fallu sortir les coraux, les garder dans un autre aquarium, reconstruire un nouveau bac, c'est celui que vous voyez ici. Et donc c'est un travail très important et qui demande du temps, notamment pour le nouvel aquarium, le temps que les processus biogéochimiques qui purifient l'eau aient le temps de se développer suffisamment. Un bassin de 36 000 litres qui n'est pas juste un hommage au professeur Jaubert, mais surtout le fruit d'un travail acharné sur la culture des coraux qui sont exposés ici. Cet exploit, à l'époque, les conditions de transport et de communication étaient complètement différentes de ce qu'elles sont maintenant. Et on ne savait pas du tout purifier suffisamment l'eau d'un aquarium pour que les coraux puissent y vivre. Et ça a été possible parce que j'avais, un peu par hasard, découvert un procédé biologique de purification de l'eau au cours d'expérimentations que je faisais en mer Rouge et que j'avais en premier lieu appliqué à le développement de coraux dans un laboratoire que j'avais à l'université de Nice à l'époque. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, la visite s'est terminée par l'inauguration de nouvelles plaques, une marque de reconnaissance envers les mécènes et les fidèles partenaires de l'Institut. Ces 3 nouveautés montrent donc à la fois que la culture de l'environnement marin est encore et toujours au cœur des préoccupations de la principauté, mais surtout qu'elles ne sont rien sans le soutien et l'engagement de tous ses partenaires. C'est un rituel pour beaucoup et pourquoi pas juste avant une visite au musée d'ailleurs. Le brunch du dimanche, une bonne adresse à vous partager. Le Marlot, au cœur de Maréterra, propose 2 formules gourmandes à savourer au soleil sur la terrasse du restaurant ou dans les fauteuils cosy à l'intérieur. Alban Gingembre et Alex Avial ont testé pour nous. Le week-end, le quartier de Maréterra prend la forme d'une promenade pour les familles. Et après une balade dans un décor bleu-azur, quoi de mieux que d'aller bruncher? On a une formule avec viennoiserie, des œufs, on a assiette de fruits ou granola qu'on fait maison, bien sûr, avec nos fruits secs et nos flocons d'avoine qu'on torréfie nous-mêmes. Et nous avons aussi quelques plats pour la grande formule qui sont le cabillaud, le roast beef qui est vraiment typique, un peu anglais, qu'on fait avec des pickles à la sauce piccalilli. Et nous faisons aussi une salade César qui est plus légère pour les personnes qui veulent manger plus léger. Moi j'adore le pain qui est twisté à la noisette avec un praliné noisette et quelques noisettes et le roast beef qu'on cuit nous-mêmes avec des herbes et qu'on cuit lentement au four et qu'on fait avec une petite sauce piccalilli et quelques pickles de légumes. Pour beaucoup de personnes, Marlot, c'est vraiment une ambiance cosy, chaleureuse, où on s'y sent bien. C'est un peu une ambiance comme dans un salon, très cosy, où on est dans des grands fauteuils, où on se sent très à l'aise. Donc pour moi, c'est vraiment l'ambiance Marlot et le brunch le reflète très bien. Rendez-vous les samedis et dimanches de 11h30 à 15h30 pour un brunch typique à l'anglaise. Et concernant les tarifs, les menus sont à 55 € et 70 €. Voilà, cette édition est terminée. Nous la refermons sur les cours du Monte Carlo Country Club où c'était l'événement ce samedi, le 5e Tennis Europe Junior Masters que vous avez suivi en direct sur Monaco Info. Les jeunes ont frappé la balle devant l'objectif de Manuel Vitali. Dans un instant, la météo de Théo Schumer. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 18h30. Excellente soirée sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. Des conditions particulièrement instables encore ce dimanche. C'est sous la grisaille que vous passerez votre matinée, mais quelques éclaircies sont attendues l'après-midi. En revanche, Benjamin n'a pas encore dit son dernier mot. On aura encore beaucoup de vent, notamment le matin, avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h. Côté température, il fera un peu plus frais que d'habitude, 17 degrés en matinée et jusqu'à 19 au plus fort de la journée. Demain, nous souhaiterons une bonne fête au Dimitri et puis surtout, n'oubliez pas le changement d'heure. Nous gagnerons 1 heure de sommeil. Belle soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.